On veut comprendre comment, techniquement, les Allemands ont organisé la mise en œuvre de ce projet d'éradication des Juifs d'Europe et des Tziganes, en fait. Donc vraiment, c'est le côté, l'aspect très technique et réglementaire, ça l'intéressait vraiment, parce qu'elle voulait voir s'il y avait des parallèles avec sa situation, elle, de noire américaine. Et puis elle disait, on ne peut pas soigner un mal si on ne comprend pas de quoi... si on ne comprend pas ce mal. Et son travail sur les symboles l'a amené à faire une hypothèse qui est donc que le monde blanc souffrirait d'une grande angoisse liée à sa disparition génétique. Et que, en fait, c'est la conscience d'être dans un monde où les blancs sont minoritaires qui crée une grande angoisse, et que le racisme est en fait un combat pour la survie génétique. Et que si la négrophobie est le socle vraiment du racisme, c'est parce que les Noirs sont les plus susceptibles d'annihiler génétiquement les Blancs. En fait, quand un Blanc fait un enfant avec un Noir, ça donne un enfant noir. Voilà sa théorie. Et au début, donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, elle va un peu loin, c'est exagéré, c'est un peu délirant. Et puis en fait, le grand remplacement, est-ce que c'est pas la théorie qui a le plus de succès aujourd'hui dans l'extrême droite? La théorie, alors qu'il n'y avait pas de Renaud Camus. Hein. Renaud Camus, il a été malin. Ça a été pensé, théorisé par Ben Wattenberg dans les années 80. Et Renaud Camus, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait très bien que le fait d'être en Europe, ça lui donne comment dire, tous les descendants d'Européens qui parlent de la vraie Europe, ce qu'ils font, les suprémacistes blancs américains, quand ils parlent de l'Europe, c'est le vrai pays des Blancs. C'est vrai. Et donc, Renaud Camus, il a repris cette théorie à sa sauce, et puis, comme ça vient de France, c'est encore plus... ça a une saveur particulière pour les racistes du monde entier. Donc, Ben Wattenberg a analysé, par exemple, la baisse du taux de fécondité. Donc, il proposait des solutions. Il dit qu'il faut absolument que le taux de natalité des Blancs ne baisse pas aux États-Unis, sinon on va disparaître. D'où les combats pour empêcher l'avortement. Vous savez, ces assassinats et ces pressions sur l'avortement aux États-Unis, c'était ça, préserver les bébés blancs. Parce que nous stériliser, c'est pas un problème, c'est pas les bébés noirs, latinos et autres qu'il faut protéger. Et l'autre solution qu'il proposait, c'était limiter le nombre d'immigrants qui entrent aux États-Unis. Et bon, donc là, alors je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais en tout cas, pour l'instant, il a échoué puisque les naissances blanches seront supplantées par les naissances latino aux États-Unis bientôt. Le pays change, quoi. Et c'est pas un discours si hors norme. On a quand même Emmanuel Macron qui nous a parlé du ventre des femmes africaines. Et c'est passé, hein, c'est passé. Ça n'a pas choqué. Parler du Sud comme un endroit où il y aurait de la démographie galopante, ça passe. C'est impressionnant comme ça passe culturellement. Alors qu'en fait, c'est extrêmement raciste. Parce que parler d'une population spécifique en disant qu'elle est menaçante, par exemple, l'immigration qui menace la France, ça c'est typiquement raciste, mais ça peut venir effectivement de cette grande angoisse parce que oui, la population mondiale croît et elle va croître majoritairement sur les continents africains et asiatiques. On sait qu'en 2100, la population va dépasser à peu près 11 milliards. On a aujourd'hui déjà de quoi nourrir 11 milliards, c'est juste qu'on n'a pas envie de nourrir les 11 milliards, on veut juste nourrir une partie, nous. Et les pays qui auront la plus forte croissance, c'est l'Inde, le Nigeria, la RDC, Pakistan, Éthiopie, Tanzanie, Ouganda, Indonésie et aussi États-Unis d'Amérique, mais avec plutôt des naissances non blanches. Donc ils ont raison, les partisans de la théorie de Renaud Camus ont raison d'être angoissés parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et c'est fou en plus qu'ils présentent ça comme un risque environnemental parce qu'en fait ce qui rend la chose intenable, c'est le niveau de vie. Si tout le monde se calque sur notre niveau de vie, effectivement, ça va être intenable. Si tout le monde pollue autant que Liliane Bettencourt avec son industrie cosmétique, effectivement, le monde est en grand danger. Mais ce n'est pas l'accroissement de population qui est dangereux, c'est ça, c'est le niveau de vie. Et
quand on commence à parler d'une population qui est menaçante, d'une population qui constitue un risque, ben, on tombe directement dans l'eugénisme. Alors je sais qu'ici c'est un peu un gros mot, quand on dit eugénisme, mais en réalité c'est pas seulement des expérimentations un peu troubles comme ça au début du XXe siècle. L'eugénisme, ce sont toutes les croyances et les pratiques qui visent à améliorer la qualité génétique d'une population humaine en excluant par divers moyens certains groupes ethniques qui sont jugés inférieurs et d'autres groupes ethniques qui sont jugés supérieurs. Alors le racisme, voilà, groupe race sociale supérieure, race sociale inférieure, et puis à l'intérieur on hiérarchise aussi les gens. Et c'est comme ça qu'il a semblé très naturel d'éradiquer la trisomie 21. Aujourd'hui c'est ce qui est en train de se passer en France, avec la normalisation, la banalisation du diagnostic prénatal qui a été lancé parce qu'une entreprise a repéré un marché. C'est juste ça, c'est pas par préoccupation des familles, de la santé, etc. Pas du tout. C'est une entreprise qui a repéré un marché et qui a dit allez, banalisons ce diagnostic. Résultat, eh bien, tel que c'est présenté, parce que je pense que les familles, elles n'ont pas toutes les moyens d'avoir un peu de recul sur ce qu'on leur dit. On leur dit voilà, le diagnostic prénatal c'est normal, voilà le résultat, il n'est pas bon, qu'allez-vous faire? Donc majoritairement, les gens évidemment choisissent de ne pas aller jusqu'au bout de la grossesse, et en France, on peut aller jusqu'à 8 mois et 20 jours. Si on décide à ce moment-là, pour des raisons médicales comme celle-là, de mettre fin à la grossesse, en France, on a le droit. On a le droit. Et là, on voit que c'est un peu culturel, c'est que parmi l'INSERM s'est intéressé en fait aux décisions suite à ce diagnostic-là de trisomie 21, et il apparaît que les femmes africaines sont celles qui sont les plus nombreuses à dire « je continue, je vais au bout de la grossesse, voilà, Dieu m'a donné cet enfant » ou quelle que soit la motivation. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de culturel dans cette idée du bébé défectueux en fait. Et c'est vraiment ce qui va se passer. On va voir beaucoup moins de gens avec des chromosomes en plus dans la vie. C'est absolument dingue. Donc quand je parle d'eugénisme, je ne suis pas du tout dans la provocation. Pour moi, ça rentre dans l'eugénisme. Et donc eugénisme, racisme, c'est... Il y a un autre endroit, enfin, il y a d'autres domaines donc, où on classe, on hiérarchise les vies. C'est le système français d'adoption, la PMA, la GPA. Donc le système français d'adoption, on a introduit la possibilité pour les gens de choisir. Alors, on a donné plein de justifications. Mais on a quand même posé des questions aux gens sur le côté racial. Est-ce que vous acceptez des enfants de toutes les couleurs? Et si oui, telle origine, asiatique, noire, arabe, etc. Bon. Et le handicap, est-ce que vous acceptez? Donc ce qui fait déjà une grande différence avec la naissance naturelle. Et donc, parce qu'il y a choix, il y a possibilité de refuser. Donc évidemment, ce qui se passe, c'est que les enfants, il y a une espèce une hiérarchie en fait des enfants recherchés et puis des enfants qui sont beaucoup moins recherchés. Et ça, c'est aussi motivé en partie, mais pas que, par une espèce de recherche de naturalité. Il y a eu aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a beaucoup d'enfants non blancs qui sont adoptés, mais pendant un temps, c'était chercher un enfant qui donne l'impression qu'il est l'enfant naturel, donc reproduire l'enfant naturel par ce biais. Maintenant, on passe à la procréation, PMA, GPA. Donc les premiers bénéficiaires, au moins en France, c'est les gens avec un problème d'infertilité, les parents seuls ou les homosexuels. Et alors, dans ce désir d'enfant, ils sont dans cette situation, il y a des enfants qui sont disponibles, qui ne sont pas des bébés, forcément, qui peuvent avoir tous les âges, mais qui se trouvent être moins intéressants que la procréation d'un nouveau bébé, du prolongement de soi, du prolongement physique de soi, c'est toujours ce truc.
Et bien les banques, soit la médecine, sélectionnent les gamètes. Alors quand on passe par la médecine va procéder à ce qu'on appelle, déjà elle va sélectionner les donneurs sur des critères médicaux, donc c'est pas le tout venant. Et puis ensuite, les gens vont procéder à ce qu'ils appellent un appariement. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver le phénotype du père le plus proche du phénotype du père qui va élever l'enfant. Ce qui est assez étonnant en fait, sur une ressemblance physique. On va trier l'ADN sur une ressemblance physique. Et quand les gens vont acheter des gamètes à l'extérieur, donc pas en France, là ils vont s'adresser à des banques où là le tri va beaucoup plus loin. Ce ne sont que des donneurs diplômés par exemple, des donneurs qui ont moins de 38 ans pour une banque. Les roux, on leur a demandé d'arrêter de donner parce qu'en fait il n'y avait pas de demande pour les roux. On est dedans, là c'est maintenant. Et donc toujours dans cette recherche de ressemblance qui moi m'interroge vraiment, hein, je ne l'explique pas rationnellement. J'ai entendu récemment une humoriste dans son stand-up qui expliquait très, très sérieusement qu'elle avait demandé à son frère ses gamètes pour... voilà, je vois ta grimace. Ah ouais, voilà, pour s'assurer d'avoir un enfant qui lui ressemble. Voilà, donc on est dedans. À ce moment-là, c'est intéressant d'interroger la première génération des bénéficiaires, donc, enfin des gens nés de la PMA faite avec donneur anonyme. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ils revendiquent un droit aux origines. Ils s'organisent pour essayer d'obtenir des informations sur leur patrimoine génétique. Parfois, c'est des motivations médicales, parfois, ce sont des motivations simplement humaines, de voir des gens avec lesquels ils se sentent connectés humainement. Et donc, pour l'instant, ça leur est interdit, voire même, il y a certains acteurs de ces questions qui leur répondent, qui sont pour un totalitarisme de la vérité biologique, on est aujourd'hui dans la réinvention de la famille, de la reproduction, de la sexualité, que donc ils sont dans le... Voilà, c'est rétro, quoi. Mais leur besoin est vraiment, enfin moi il me semble, vraiment légitime. Donc, on ne peut pas non plus mépriser l'ADN, parce que dans tout ce que j'ai décrit comme destruction de communauté et destruction de famille, les nouvelles possibilités avec l'ADN, c'est ce qui va aussi permettre de recréer du lien. Les enfants qui sont enlevés en ce moment à la frontière américaine, dans 15 ans ou dans 20 ans, il n'y a que l'ADN qui va leur permettre de retrouver une trace des gens à qui ils ont été enlevés. Dans l'idéal, si l'ADN était employé un peu différemment de ce qui se passe aujourd'hui, où c'est accaparé par des banques privées, les gens qui meurent en Méditerranée, qu'on enterre par exemple en Tunisie, eh bien on pourrait retrouver à quelle famille ils appartiennent et du coup soulager des gens. Voilà, l'ADN n'est pas bien ou mal, quoi. Il y a des usages. Bien sûr, c'est imparfait parce que ces banques, elles surfent un peu sur cette demande un peu désespérée de plein de gens éparpillés en fait, qui essaient de se retrouver, et puis ils en font un usage qui n'est pas terrible puisqu'ils cèdent les données des banques, par exemple aux autorités américaines. Mais ça reste quand même une démarche pour retrouver une forme d'intégrité familiale et identitaire. Et puis aussi, il y a des conceptions de la famille un peu partout, dans tous les peuples. Enfin, voilà, tout a été inventé, mais il y a quand même une espèce de constante, c'est que on ne fait pas d'union à l'intérieur d'une famille. Ça semble être une bonne règle à garder. Le fonctionnement actuel, aujourd'hui en France, et ce que soulèvent ces gens-là qui ont ces revendications sur l'origine, ils pointent ce problème-là. Le premier à l'avoir soulevé, c'est Arnaud Leroux-Sadki qui, dans les années 2000, a demandé en mariage sa sœur. Oui, alors pourquoi il a fait ça? En fait, lui, il est né sous X. Ça veut dire qu'il n'avait aucun accès à sa famille biologique, puisque l'accouchement sous X,
rompt la filiation d'origine. Mais il a retrouvé sa sœur biologique et il a voulu pointer à la France, en fait, dans quelle contradiction légale il se trouvait, puisque la France disait « mais ce n'est pas votre sœur ». Il dit bah, « puisque ce n'est pas ma sœur, je vais la demander en mariage », donc je vous rassure, il ne l'a pas épousée vraiment, mais il voulait alerter sur ce risque-là. Et plus récemment, on les a vus dans un reportage, un couple, donc de gens nés d'une PMA avec donneur anonyme, qui sont dans l'association où ils sont tombés amoureux, ont voulu fonder un foyer, et une grande angoisse les a pris, c'est qu'il y avait une possibilité qu'ils soient frères et sœurs. Donc ils ont intenté une action en justice pour que cette possibilité-là soit clarifiée, et la France a refusé. La France a refusé, donc ils restent toujours avec... d'ailleurs, quand on voit ce reportage, c'est un peu tragique parce qu'on les voit se chercher les uns les autres dans les visages des quelques donneurs qui acceptent de soutenir leur action. Et donc voilà, cet interdit des unions de même famille, de gens d'une même famille, il est mis en péril par les règles françaises. Donc je parlais de l'accouchement sous X, c'est une pratique qui est vraiment intéressante. Si elle nous dit quelque chose quand même de la France. Abandonner un enfant de tout temps, en tout lieu, ça s'est fait, je veux dire dans tous les peuples, ça se fait. Un père, une mère ne peut pas s'occuper de son enfant, il va le confier. Il y a plein de choses qui ont été organisées dans les pays musulmans, par exemple c'est la kafala, enfin il existe des tas de solutions. La France, elle a inventé un système qui dit c'est arrivé, mais ce n'est pas arrivé. C'est-à-dire, la France indique aux femmes enceintes qui éventuellement envisagent de ne pas garder leur enfant, dit « je mets tout à votre service, je vous permets d'accoucher sans avance de frais, sans formalité administrative, et en échange, je me chargerai de garantir votre anonymat, c'est moi qui vais gérer administrativement la chose ». Ça marche, 700 femmes le font chaque année. Simplement, quand on connaît un peu l'État, on n'a pas forcément envie qu'ils se mettent à gérer ce genre d'affaires, parce qu'effectivement, il fait un peu n'importe quoi en décidant de ce qu'il peut délivrer ou non aux gens, en décidant d'informer ou non les gens, y compris s'ils font partie d'une fratrie. On peut avoir tel travailleur social qui sait que telle personne a 5 frères et sœurs répartis sur tout le territoire, et la personne ne le saura jamais. Ça, moralement, c'est assez particulier. Et alors cette pratique, elle est née sous Vichy. Bon, on peut comprendre, c'est la guerre, on veut protéger les enfants qui sont nés voilà, dans des conditions qui n'ont pas besoin d'être ébruitées, mais pourquoi conserver cette loi qui en plus est qui ne respecte pas la Convention internationale des droits de l'enfant. Et ça parle aussi de déplacement. Ça reste vraiment culturellement, ça reste fort. Pourquoi? Parce que quand on prend des fratries, on va les dispatcher au plus loin. On va changer les noms des gens, on va changer les dates de naissance, on va changer les lieux de naissance pour s'assurer que les choses soient bien définitives et que les gens ne se retrouvent pas. C'est assez particulier quand on y réfléchit. Et donc ça organise une fiction, c'est-à-dire une filiation fictive. L'accouchement n'a pas eu lieu et les gens sont nés de gens dont ils ne sont en réalité pas nés, ce sont les gens qui les ont éduqués. Et très récemment, à peu près à la fin des années 2000, les féministes se sont emparées de cette question qu'elles ont présentée en disant c'est un peu dans le prolongement de l'avortement, c'est un droit de la femme à disposer de son corps. Le problème, c'est que là, son corps est aussi le corps d'une autre personne, puisque c'est aussi, du coup, c'est une mise en concurrence du droit de la femme et du droit de l'enfant, et c'est l'État qui gère, et bon, on n'a vraiment pas envie d'avoir l'État au milieu de ça. Donc il y a eu, un peu comme pour les gens nés de PMA avec donneur anonyme, il y a eu des revendications. Il y avait une association qui s'appelait Prophylaxie qui disait « Nous avons moins de traçabilité qu'une barquette de viande ». C'était un peu... Mais il n'avait pas tort, parce qu'il disait que voilà, il y avait toute une partie qui les concernait, dont ils se trouvaient dépossédés. Donc il y a cette notion
très française, très assimilationniste, de l'enfant comme une page blanche, et c'est l'éducation qui va tout faire. Ça, c'est l'assimilation pure. Et aujourd'hui, on a ces débats sur la PMA, la GPA, l'homoparentalité, et autant au début des années 2000, quand ces questions étaient débattues, il y avait tous ces aspects-là qui étaient intégrés au débat, autant aujourd'hui, ça a l'air un petit peu balayé du revers de la main, et du coup, on normalise le choix d'enfant. Il y a eu cet exemple là aux États-Unis d'une petite fille née de PMA, de PMA. Et puis il s'avère que les deux mamans sont lesbiennes et elles sont blanches, et la petite est métisse noire. Et les mamans ont intenté une action en justice parce qu'elles ont dit, par rapport à tout ce que nous avons traversé dans la vie, cela nous stresse de devoir gérer les discriminations auxquelles elle va faire face dans sa vie. Et donc, nous voulons réparation pour ça. Alors, des gens pas très malins, on va en trouver toujours, mais finalement, c'est comment on cadre, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on laisse la possibilité, on... Ça faisait partie de la vie. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Pardon ? Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Ça fait partie de la vie. Mais dès qu'on rentre dans cette logique du choix, en fait, on ne va plus pouvoir l'arrêter. La vie, c'est ça, en fait. Ça devrait être ça. C'est-à-dire que la vie, c'est ce qui survient. Et puis, quand on n'a pas la possibilité, quand on a des problèmes d'infertilité ou autre, il y a plein de formes de famille qui peuvent être inventées, peu importe. Mais la vie, ça reste... C'est pas à nous de décider de ce qui doit faire vie et ce qui ne doit pas faire vie. Et alors, il y a un endroit où tous ces positionnements-là se sont affrontés, mais vraiment sévèrement, c'était à l'école. Finalement, c'est l'histoire de la théorie du genre, c'est là que ça a pris. Et c'était intéressant parce qu'il y avait 3 parties. Il y avait une partie de genre, donc qui était dans la déconstruction des genres, de la sexualité, une réflexion féministe sur les rôles genrés. Il y avait la droite traditionnaliste à la Boutin qui disait on ne veut pas du tout de ça. À l'ancienne, on connaît le disque. Et puis il y avait une 3e partie qui était plutôt des non-blancs, qui étaient qui avaient des informations qui étaient plus ou moins fiables, mais il y avait quelque chose qui s'exprimait massivement. Et avec le recul, je trouve ça intéressant parce qu'il y a comme une forme de résistance collective qui dit non, là nous on veut mettre des limites, on sait que tout est possible à cause de tous les exemples que je viens de vous donner. On a une mémoire qui nous dit que quand même, les expérimentations, tout est possible avec ce système raciste en matière d'expérimentation, vraiment avec la vie humaine. Donc on a des espèces de garde-fous. Et je trouve que cette réaction des non-blancs, c'était des mamans, beaucoup, qui se sont mobilisées là-dessus. Je trouve que ça disait une espèce de connaissance profonde, un savoir... profond qui dit non, là on met un garde-fou, nous on a des fondamentaux, c'est un enfant, ça naît d'un homme, d'une femme, voilà, physiquement, d'un acte sexuel, et là-dessus on ne va pas négocier. Et à mon avis, c'était une résistance antiraciste, ça a été à tort mis dans le même panier que la droite traditionnaliste catho qui ne soutient pas les familles non blanches, pas du tout. Et les premiers qui ont réagi à ça le plus fortement, c'est ce que j'appelle les binaristes. C'est-à-dire ceux qui ont une vision un peu binaire du débat politique. Alors ils ont dit, puisque l'extrême droite a longtemps eu des positions homophobes, tous les gens qui sont contre nos positions sur la famille, la sexualité, etc., ils sont de l'extrême droite. Voilà, on simplifie, comme ça c'est fait, ce sont des réactionnaires complices de l'extrême droite, et puis on s'en lave les mains, on n'a plus à convaincre. Alors que ce sont des débats sur la parentalité qui nous intéressent tous, en fait, qui peuvent être absolument passionnants. Et on ne peut pas les résumer à quelque chose avec, d'un côté, les gentils qui sont du côté de l'amour, et puis de l'autre côté, les très très méchants qui sont complices de l'extrême droite réactionnaire. Et parce que, en retour, je veux dire, ces gens-là qui ont été alarmés par ce qu'ils ont appelé la menace de la théorie du genre, bon, ils ont été taxés d'homophobes, de plein d'étiquettes qui en fait font vraiment pas avancer le débat.
et puis qui en plus mélange un peu tout. Parce que autant nous, on travaille sur la négrophobie, l'islamophobie, la romophobie, on parle de choses structurelles qui sont mises en œuvre d'abord par l'État. Nous, notre premier ennemi, nous, des coloniaux antiracistes politiques, c'est l'État. C'est lui, avec lui qu'on a un problème. Alors quand on se fait taxer de transphobe, d'homophobe, etc., c'est pas un combat contre l'État, c'est un combat contre les discours, contre nos discours. Est-ce que ça fait un espèce de décalage en fait. Et parce qu'on s'est pris, non seulement on se prend parfois des attaques de ce type, on se fait catégoriser, et puis on se prend des fois même des condamnations. C'est ce qui s'est passé avec Julia, qui a fait rentrer les trans dans la nation blanche, après ce qui s'était passé place de la République. Ça s'est fait sur le dos des Algériens. Donc non, nous quand on est contre la PMA, quand on est contre les expérimentations en matière de parentalité, on n'est pas réactionnaire. On est juste... nous, on considère que tout a été inventé et qu'on veut rester attaché à des fondamentaux et que là-dessus, on ne va pas négocier. Après, s'il y a un bourrichon blanc de 25 balais qui veut se définir comme binaire... cis, pas de masculin, butch, dysphorique, à 3 pronoms, il a le droit. Nous, on ne va pas remettre en cause son droit. S'il veut réinventer le monde, il a le droit. C'est son choix. Mais il ne peut pas essayer d'influer, nous, sur notre réel et notre construction du monde. On doit être dans le respect mutuel. Pardon, quand vous dites nous, vous dites... Les non-blancs. Les non-blancs. Vraiment les non-blancs. Alors, je vais donner 2 exemples d'expérimentation qui laissent une certaine mémoire. La première, c'est ce qui est arrivé à des triplés américains. Ils ont été... c'est raconté dans un film, dont je mettrai le lien avec la vidéo. Ils ignoraient tous les 3 que leur frère existait. Ils ont découvert tout à fait par hasard qu'ils étaient des triplés. Une fois qu'ils l'ont découvert, ils ont été très contents d'être ensemble, réunis, même s'ils ne savaient pas qu'ils avaient des frères. Et une fois qu'ils ont passé ce moment d'euphorie, ils ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et ils remontent, on le voit dans le film, ils remontent un peu le fil, jusqu'à découvrir qu'ils ont été, comme beaucoup de jumeaux et de triplés, les cobayes d'une expérience sur l'inné et l'acquis. Une expérience qui a été menée par des gens qui avaient été traumatisés par l'expérience du génocide des Juifs d'Europe, qui sont allés vivre aux États-Unis et qui sont restés en fait, je parlais tout à l'heure de ce qu'on intègre des fois, ils sont restés un petit peu pollués par des choses qui ne conviennent pas. Et donc ils ont mené cette expérimentation sur des jumeaux par exemple, en plaçant un jumeau dans une famille populaire et un deuxième dans une famille aisée. Ils voulaient voir qu'est-ce qui relevait de l'inné et de l'acquis. Et ces 3 jeunes hommes, l'un des 3 d'ailleurs s'est suicidé à la fin parce que c'est savoir qu'on a été cobaye, c'est extrêmement perturbant. Voilà un type d'expérimentation qui peut expliquer que nous, sur nos positions, nous non-blancs, on ne négocie pas. Et le deuxième exemple que je vais prendre, c'est celui du petit garçon dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est retrouvé dans les bras de ce policier à Ferguson. Son histoire, c'est qu'il faisait partie d'une fratrie de 3 enfants qui ont été adoptés par un couple de lesbiennes, les Hart. Et elles étaient peut-être justement dans cette espèce d'idéologie de l'amour, là, de la famille, on réinvente tout, on est un peu idyllique. Et elles ont adopté 2 fratries d'enfants noirs qu'elles ont littéralement maltraités, c'est-à-dire frappés physiquement, abus physique, abus moral, et notamment très prises. Alors pourquoi ? Parce que quand on est dans cette idéologie là, du sauveur blanc, qu'on se retrouve avec des enfants faits de chair et d'os et de personnalité, de revendications, un enfant, c'est pas l'amour tous les jours. Un enfant, c'est un être à éduquer, et ça peut être un travail ingrat certains jours. Donc quand on est un peu trop idyllique, on peut vite surtout
avec autant d'enfants, 6 enfants, on peut se retrouver dépassé. Et si on ne sait pas gérer, ça peut vite virer, c'est ce qui leur est arrivé. Donc elles ont maltraité, elles n'ont aucune justification pour l'avoir fait d'ailleurs, maltraité ces enfants. Et comme leur délire de sauveur blanc était très fort, elles les faisaient mendier. Elle les faisait mendier, et notamment mendier de la compassion, susciter de la compassion, vous voyez, parce que ça représente vraiment la famille des années 2020, quoi. 2 femmes lesbiennes, blanches, blondes, ravissantes, et puis ces enfants noirs toujours aussi souriants. Et puis derrière les sourires, il y avait quand même des drames assez terribles. Et le jour où cette photo est prise, photo qui a fait 400 000 partages sur Facebook, eh bien ce jour-là, il était... ce jeune garçon Devante, il était avec une pancarte qui demandait des câlins gratuits. Et quand le policier l'a vu, il s'est dit oh, là, on a le blason de la police à redorer, voilà une opportunité assez extraordinaire. Peut-être même que lui était dans les bons sentiments, comme ça. Donc il a serré ce gamin dans ses bras. Et l'émotion que tout le monde a cru être l'émotion de Ferguson avec... ben non, en fait, c'était vous regarderez l'image peut-être un peu plus tard, vous verrez la grande tristesse de cet enfant, elle est celle de l'enfant maltraité. J'ai voulu commencer avec cette image-là parce que je trouve que c'est le summum de ce délire-là, c'est-à-dire que on va le déposséder, y compris dans ce moment-là. C'est-à-dire que tout le monde a plaqué sur ce moment un récit qui n'avait rien à voir avec ce que cet enfant était en train de vivre. On s'est raconté une histoire de la police qui se réconcilie avec les Noirs alors que c'est un enfant qui est arraché à sa communauté, qui est traité de la pire des manières et qui en plus, voilà, sur lequel on va raconter une histoire qui n'est pas la sienne. Et je trouvais ça d'une cruauté immense. Et qui tranche avec les bons sentiments qu'on a quand oh, cette image elle est si belle. Non, elle est vraiment terrible. Et l'histoire s'est mal finie puisqu'elles elles ont donné la mort à toute la famille. Un jour, elles ont jeté la voiture dans un fossé et donc toute la famille est morte. Et il n'y a pas eu 400 000 partages pour ça. Pourtant, quand cette famille est morte, c'est là que tout le monde a commencé à voir ce qu'il y avait derrière la façade et derrière le cliché le plus célèbre de... C'est un suicide ? Oui, c'était un suicide. Et une collègue de travail dit que quelque temps avant, elle s'était plainte auprès de cette collègue en disant « c'est beaucoup de travail, on n'aurait peut-être pas dû adopter autant d'enfants ». Donc oui, elle a donné la mort à tout le monde. Elles étaient désaxées, complètement désaxées. Donc voilà, la prise en charge des enfants, et de ces enfants-là en particulier, c'est pas du registre de l'amour. Non, un enfant n'a pas besoin d'amour. Il a besoin de structure, il a besoin de sécurité, il a besoin de soins, d'alimentation, etc. Et l'amour, c'est autre chose. Une autre expérimentation très 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 présente aujourd'hui, ça on le voit dans Bébé en kit. C'est un documentaire qui date de 2009, donc c'était déjà il y a 10 ans. Donc c'est un occupant israélien, lui, on le voit dans le documentaire, il présente la fille qu'il vient d'avoir. Lui, il est en couple avec un homme, il vient d'avoir un bébé qu'il a obtenu par GPA, payé 140 000 $ aux États-Unis. Il présente le bébé à tous ses amis occupants, et donc les hommes lui disent « moi aussi j'aimerais en avoir un, mais ça coûte tellement cher, j'ai pas ces moyens-là ». Et lui travaille dans l'innovation. Et il se souvient que quand il crée des innovations et qu'il veut baisser le prix, il fait faire certaines pièces dans des pays du Sud. Donc, il va en Inde et il demande au docteur Naina Patel, donc qui existe en vrai, hein, le docteur Naina Patel, qui a une ferme à bébés, oui, il faut l'appeler comme ça. Donc Naina Patel, elle dirige une clinique de mères porteuses pour des clients du monde entier et elle facture 6 500 € par bébé, donc ce qui est beaucoup moins cher.
Donc il vient et demande s'il est possible de faire le bébé dans sa clinique, mais avec des gamètes obtenus aux États-Unis, parce que dans son entourage, les gens veulent des bébés blancs. Et Naina Patel lui répond qu'elle n'accorde la GPA que aux gens qui n'ont pas encore eu d'enfant et qui viennent la voir pour raison médicale. Et elle ne donne qu'un enfant par famille. Et puis, alors, bon, maintenant je ne vais pas vous vanter le truc parce que bon, je désapprouve quand même dans l'ensemble. Mais vous voyez, comme l'idéologie raciste et cette culture eugéniste, elle est au cœur de ces choses-là. Et quand on nous présente ces débats, c'est pas du tout ça qu'on met en avant. Or, voilà, il y a quand même toutes ces questions-là du droit aux origines des gens nés de PMA avec donneur anonyme, de ces hiérarchisations, de cet eugénisme vis-à-vis du handicap ou autre. Ça, c'est au cœur des questions. Et on ne va pas les y inclure. Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était celui de la jeunesse. Parce qu'en fait, je disais tout à l'heure, une des manières aussi de nous affaiblir, nous, non-blancs, c'est de s'accaparer notre jeunesse et puis de se charger, de lui mettre dans la tête des choses qui vont, en quelque sorte, la conditionner. Et ils ont beaucoup de projets pour la jeunesse. Dans les années 80, à mon avis, ça a commencé dans les années 90. La première génération, celle qui a fait la marche pour l'égalité, elle était très revendicative. Elle était très intense aussi. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient un peu à fleur de peau. Ils sont allés, quoi qu'ils aient fait, ils l'ont fait à fond, en fait, cette génération-là. Quel qu'ait été leur choix. Et dans les années 90, il a commencé à y avoir des programmes pour la jeunesse, où les MJC, les activités, et puis la télé aussi, avec les programmes jeunesse. Et c'est à partir de là qu'on s'est un peu fait prendre en main. On a par exemple des cultures comme le hip-hop qui ont émergé à ce moment-là et qui tout de suite ont été prises en main. Quand on a connu, ma génération a connu le hip-hop des débuts, et quand on voit les effets de la prise en main, qu'est-ce que c'est ? C'est une dépolitisation totale, et puis aujourd'hui c'est devenu un minstrel, c'est-à-dire que c'est de la ghetto-culture, hein. C'est des gens comme nous qui font cette musique, mais ce qu'elle véhicule, ça sert le système raciste, hein. C'est vraiment des discours qui vont dans le sens des intérêts du système raciste. Et en plus, ils font modèle. Ils font modèle aujourd'hui avec ce qu'ils véhiculent de très peu constructif. On dit aussi, oui, la jeunesse des quartiers sur l'égalité homme-femme, mais rien n'a autant formé la jeunesse des quartiers que Skyrock et D-Fool. Pendant 20 ans, 20 ans de stupidité, tous les jours, tous les soirs, pendant des heures. Et la jeunesse des quartiers, elle a énormément écouté ça. C'était stupide, c'était salace tout le temps. Et puis le vide complet. Et ça, on le fait jamais entrer dans la balance. En plus, elle harponnait la jeunesse avec le rap, précisément. Puis un rap qu'elle a complètement vidé de sa substance et puis qu'elle a remplacé par ce qui est véhiculé aujourd'hui, quoi. La rue, c'est bien, l'argent, c'est bien, tout ce qui n'est pas bon pour nous, c'est bien. Et puis cette jeunesse, à la place, qu'est-ce qu'on lui dit ? En ce moment, il y a un message, moi, qui me marque particulièrement. On lui dit qu'être un homme, c'est mal. On lui dit qu'être un homme, c'est mal, et que s'ils décident de devenir des hommes, nos jeunes, ça leur vaudra d'être méprisés, d'être brutalisés, d'être humiliés, d'être violés comme Théo, d'être enfermés, d'être criminalisés. Sauf que c'est un problème, parce que quand on ne devient pas un homme, on est condamné à être un enfant éternellement, et c'est le blanc qui va être responsable pour nous, qui va réfléchir pour nous, on va être un peu sous tutelle, quoi. Mais résultat, moi je vois aujourd'hui deux jeunesses. Il y a une jeunesse qui résiste, et elle le paye vraiment cher, et puis parce qu'elle le paye en répression, donc en contrôle, les contrôles... Ah oui, non mais voilà.
Donc quand je parle de cette jeunesse, c'est ceux qui sont donc sexistes, misogynes, transphobes, homophobes, sauf s'ils ont prouvé qu'ils ne le sont pas. Et puis il y a la jeunesse qui a été façonnée. La jeunesse qui a été façonnée, soit ceux qui vont commencer par je respecte les femmes, soit ceux qui se féminisent ou se démasculinisent parce qu'ils ont été très touchés par le discours sur la masculinité toxique, et puis parce qu'ils ont vu la génération précédente qui a eu des procès en virilisme. Quand même, la génération précédente, les garçons des quartiers virilistes, on nous a rebattu les oreilles avec ça. Donc les jeunes l'ont entendu, et maintenant, ils reculent. Non, mais, pardon, mais là, sur cette question-là, je trouve que c'est un peu un raccourci. C'est pas forcément lié à ça. Ça peut juste être des choix personnels. Enfin, il y a toujours eu des gays et des homosexuels dans toutes les communautés, et du coup, c'est pas forcément en lien avec ça. C'est juste que peut-être c'est plus visible et plus revendiqué aujourd'hui. Je dirais moi. Alors moi, j'ai une autre proposition. Parce qu'en fait, c'est pas nécessairement le cas. En fait, moi, ma proposition, c'est que c'est vraiment le résultat de politiques actives. Et que ce sont en fait, en quelque sorte, des gens qui se mettent en conformité avec ce qu'on leur donne comme rôle possible. Et que c'est pas forcément... Parce qu'en fait, si ça a toujours été là, pourquoi ça s'exprimait si peu il y a 20 ans, 40 ans, 60 ans? Donc moi, je l'observe. Il y a une semaine, j'étais très frappée. J'ai un garçon féminin, un arabe, qui m'a servi à la caisse. Déjà, des arabes qui me servent à la caisse du supermarché, ça ne m'arrive pas tout le temps. Ça m'arrive assez rarement. Signe que oui, pour les hommes non blancs, virils, le monde professionnel, le monde de l'entreprise, c'est pas un monde qui est ouvert. Et par contre, ce garçon-là qui était féminin, pour moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois ça. Donc pour moi, c'est le résultat d'un message qui a été passé et d'un message qui est... J'en ai parlé la dernière fois, il n'y a pas deux genres pour nous. Il n'y a pas les hommes, les femmes. Il y a les hommes, c'est les hommes blancs, les femmes, c'est les femmes blanches. Nous, on est considérés comme des genres à part. C'est-à-dire que la société, elle ne me voit pas comme une femme. Moi, je sais que je suis une femme. La société, elle ne me considère pas comme une femme. Et pour nos hommes, c'est pareil. Ils savent qu'ils sont des hommes, mais la société ne les considère pas comme des hommes. Elle les considère comme des dangers, comme des problèmes, comme des violeurs, comme tout un tas de choses, mais pas des hommes. S'ils veulent devenir des hommes, il faut qu'ils acquièrent des choses extérieures. La voiture, le travail, le statut, le diplôme, etc. Sans ça, ce ne seront pas des hommes. Pareil pour nous. Si on veut être reconnu comme des femmes, il faut que je refasse mon brushing, il faut que je fasse tout un tas de choses qui vont montrer que je suis activement décidée à être reconnue comme une femme. Et là, peut-être, la société blanche, elle va me reconnaître comme une femme. Mais ça va être beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Donc, pardon, mais c'est pas la norme en fait, d'être homosexuel ou non virilisé, comme vous dites, ou c'est pas une norme en soi, c'est marginal encore aujourd'hui. Même si effectivement, bien sûr, qu'il y a des théories queer ou des communautés, etc., qui se développent et tout ça, mais c'est pas une norme en soi, quoi. Je trouve que c'est... En fait, je suis d'accord sur le constat qu'effectivement, on est dans une société raciste et que nous, les personnes non blanches, ou, comme vous dites, ou racisées, oui, on subit plein de choses et plein de pressions et que des fois, pour s'en sortir, effectivement, on peut s'attacher à refaire des modèles qui sont proposés. Ça, je suis d'accord. Mais de là à nier, en fait, vous parliez d'âme tout à l'heure, enfin, l'essence des personnes et tout ça, et vis-à-vis de leur orientation sexuelle, là, je trouve que, enfin, je suis pas d'accord avec vous, quoi. Oui. Mais excuse-moi, mais j'ai pas entendu que tu parlais de gay ou autre, enfin, quand tu parlais de dévirilisation des hommes. Moi, je le prends plutôt dans un sens que, si tu veux, tu viens d'une communauté, à la base, il y a des valeurs, je sais pas, une communauté ouvrière, on ne parle pas de communauté bourgeoise, parce que c'est beaucoup plus individualiste, mais c'est pas du tout la même sociabilisation entre les deux. Si tu as des parents qui ont migré, qui ont aussi la mémoire de leur histoire et de leur culture, ça se transmet, tout comme tout se transmet de parents à enfants. Et moi, je l'ai plutôt entendu dans le sens,
garçon viril, c'est-à-dire garçon qui sait s'affirmer comme homme, mais en ayant une identité forte pour pouvoir faire face à cette société. Moi je l'entends comme ça, hein. Je sais pas, j'ai pas entendu que tu parlais de gay ou quoi que ce soit à ce moment-là, quoi. Tout à fait. Ouais, tout à moi fait. j'ai fait un raccourci dans ma tête et là par contre c'est vrai, je m'en excuse pour la communauté gay et tout ça, mais après c'est hyper compliqué de définir le virilisme. Quand on va au Maroc par exemple, les hommes se tiennent la main en marchant, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça et on pourrait penser ici que c'est pas viril de se comporter comme ça. Alors, je suis complètement d'accord avec ça. Et effectivement, oui, il y avait. C'est vrai, je ne l'avais pas perçu, mais en fait, oui, effectivement, je ne parle pas du tout de sexualité. En fait, je parle d'identité sociale. J'ai vu il y a quelques jours un garçon très féminin qui pouvait être pakistanais. Et puis, comme il était devant moi à la banque, j'ai entendu qu'il était marié et il attendait son premier enfant. Donc, il n'était pas gay, mais son identité sociale était extrêmement féminine. Et c'est ça que, chez nous, les Arabes, le garçon féminin qui m'a servi à la caisse, je n'avais jamais vu ça. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste, de mon expérience, je n'ai encore jamais vu un garçon arabe qui assume d'être féminin. Ça me semble être nouveau, et je suis obligée de remarquer aussi que c'est corrélé avec l'assimilation. C'est-à-dire que je l'ai vu beaucoup, par exemple, avec ce qu'on appelle les métis. Bon, c'est un mot particulier, mais qui a un sens particulier ici, qui appartient à deux mondes. Monde blanc et deux mondes opposés, quoi. Monde blanc, monde non blanc. Et dans ce monde-là, où les gens sont beaucoup plus, parfois plus diplômés, plus intégrés à la société blanche et moins à la communauté d'origine, ça se manifeste beaucoup plus. Donc j'ai eu l'impression, de ce que j'ai observé, que plus les gens avaient été en fait socialisés dans le monde blanc, plus ça s'exprimait. Et le point de départ de ma réflexion, c'est qu'en fait chez les gens adoptés, c'était massif. Alors ce sont des gens non blancs qui ont été élevés dans le monde blanc et qui, pour devenir un homme, une femme, ils vont se reposer sur les propositions qu'on leur donne. Moi je pense que c'est vrai parce que, bon, déjà vous l'observez, et puis en plus de ça, je pense que ça se met beaucoup plus en avant aujourd'hui, la possibilité entre guillemets, de choisir sa façon d'être, féminine ou masculine, et c'est beaucoup plus fort dans le monde blanc. Enfin, c'est beaucoup plus mis en avant dans le monde blanc aujourd'hui, même qu'il y a 20 ou 30 ans. Hein. Je sais pas, moi j'ai grandi dans le milieu ouvrier dans les années 80, on était homophobe sans même s'en rendre compte. J'ai trouvé ça con des années après, mais traiter quelqu'un de PD, ça nous paraissait normal. Alors que c'est pas que c'est normal, oui c'était normal dans le monde blanc ouvrier des années 80, mais pas normal dans le sens bien, mais plutôt dans le sens de norme sociale, c'est-à-dire que c'était tellement courant que c'était notre norme sociale, ça faisait partie de notre vocabulaire, norme dans le sens qui est le plus répandu. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins répandu dans le monde non blanc de se montrer féminin quand on est un homme, c'est vrai, c'est la réalité, quoi. Et d'ailleurs, le virilisme, c'était les ouvriers et pas les... Oui. Voilà, le virilisme, c'est jamais un virilisme chic, alors que le virilisme, il peut être très chic. Il a d'autres codes. Mais les sexistes, c'était les ouvriers, par exemple. C'est un peu dans ce sens-là. C'est vraiment pas, parce qu'après, ce que les gens vivent dans l'intimité, moi, ça ne me regarde absolument pas. Donc je ne suis pas du tout sur ce terrain-là, mais sur celui de l'identité sociale et de la pression sur l'identité sociale. Parce que je vois quand même deux jeunesses. Il y en a une qui s'accroche, ils tiennent à rester des hommes, montrer qu'ils sont des hommes, ça leur coûte cher, voilà, des contrôles. Et puis ça leur coûte pas que ça. On sait que... par exemple, à l'école, il y a énormément d'expulsions. Voilà, le tribunal scolaire dans les quartiers. Et je suis absolument persuadée que cette donnée-là, elle joue un rôle important sur les codes. Parce que l'école, c'est aussi un lieu de domestication. C'est aussi un lieu très féminin. Il y a 82% de femmes qui enseignent dans l'éducation nationale. Donc, on est... Bien sûr que tout ce travail sur la question de l'égalité homme-femme, personne ne va dire qu'il est mauvais ce travail, évidemment, mais il a d'autres effets. Et l'idée, c'est quand même d'être un peu attentif à ce qu'il peut produire et ce qu'il peut produire en termes de répression. Et dans ces expulsions, je suis
pour avoir eu une expérience de quelques années dans l'éducation nationale, je suis absolument persuadée que ça joue aussi dans le côté comportement proscrit. Comportement admis, comportement proscrit. Mais voilà, c'est une proposition. Moi, je viens pas délivrer la vérité. Je suis au contraire pour que ça se discute, voilà, parce qu'on peut se convaincre et parce que. Mais c'est l'hypothèse que je fais parce que j'ai vu quand même le discours qui a accompagné l'irruption de Bilal Hassani. On a quand même vu des choses qui se jouaient, qui étaient qui avaient du sens, quoi. Et finalement, ceux qui sont ceux qui s'attachent encore au code de la masculinité non blanche, c'est ceux qui sont un peu en marge, voilà, un peu qui n'ont pas été conditionnés autant. Et moi, je vois ça aussi en lien avec la destruction des communautés, parce qu'apprendre à être un homme, je disais tout à l'heure, on est validé dans ce qu'on est, mais c'est aussi là qu'on apprend à être un homme, c'est aussi là qu'on apprend à être une femme, c'est aussi là qu'on a des modèles. Et être un homme, être une femme, c'est pas uniquement quelque chose qui est lié à la sexualité, c'est aussi un rôle dans la communauté. Ça va au-delà de la sexualité, la parentalité, c'est d'autres. On a besoin d'hommes dans les communautés, parce qu'on a besoin de gens qui fassent modèle, de gens qui soient à l'aise dans leur masculinité. Et un des effets de la toxification de la masculinité, c'est ça, c'est que ce qui nous reste comme modèle, c'est pas vraiment des modèles, c'est une masculinité dévoyée, quoi, qui est d'ailleurs qui est incarnée par ces rappeurs dont je parlais. C'est pas ça. On a besoin d'hommes, de gens responsables, bien dans leur peau, qui s'assument, qui soient moteurs et qui soient forts et présents dans la communauté, qui apportent quelque chose de ce sens-là. Et c'est en ça que cette féminisation ou cette pression à la féminisation, elle m'inquiète. Mais en tout cas, mon message à moi, c'est on a besoin des communautés, on a besoin de les reconstruire. Et peut-être que le premier moyen de le faire, ce sera de commencer à se préoccuper de la jeunesse à venir. Puisque le système raciste s'est beaucoup occupé de nos jeunes, ils vont tracer leur route. Maintenant, ça y est, ils sont... cette génération-là, elle va faire sa vie. Et je pense qu'on a intérêt à avoir des actions qui se concentrent sur la jeunesse, sur les enfants, et à essayer de reconstruire, quelle que soit la base. Je veux dire, par exemple, moi je fais partie de l'antiracisme politique, je considère que c'est une communauté où on essaie de créer une culture qui soit une culture qui mette le racisme derrière et qui réinvente d'autres manières d'être les uns avec les autres et justement qui ne soit pas hyper sexualisé, où chacun peut avoir une place sans que ce soit en tant que produit, quoi, parce que c'est un des travers de maintenant. Et puis se fixer une ambition. Mais je pense que c'est absolument important maintenant.